Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir? Alors parlons vrai ce matin avec Léon Desfontaines, tête de liste communiste aux élections européennes. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin. Je regardais le dernier sondage quotidien. Nous diffusons tous les jours un sondage IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Dernier résultat hier à 17h, vous êtes à 3%, toujours à 3%. LFI à 7, écologiste 7, Glucksmann, Place Publique, PS 14. Vous ne décollez pas, pourquoi ? Parce que la campagne commence. Elle commencera d'ailleurs même dans une quinzaine de jours. On voit aujourd'hui les Françaises et les Français qui commencent tout juste à s'intéresser à cette élection européenne. Et d'ailleurs, je remercie Sud Radio de commencer à en parler activement et notamment d'inviter les têtes de liste aux élections européennes. Moi, maintenant, ce que je dis, c'est qu'il faut présenter chacun nos projets politiques et puis on va les différencier. Moi, je souhaite juste faire de cette campagne européenne répondre aux questions qui nous sont posées. Et la question fondamentale de cette campagne européenne, à mon sens, c'est est-ce que nous voulons plus ou moins produire sur le territoire national ou européen ? Est-ce que nous voulons permettre à ce que l'Europe soit un levier pour réindustrialiser, pour développer des services publics ? Donc vous voulez plus d'Europe ? C'est clair. Alors moi je le dis, l'Europe de Macron. Emmanuel Macron a fait son discours à la Sorbonne. Il a dit notre Europe, elle est en train de mourir. Eh bien moi je le dis, l'Europe d'Emmanuel Macron, celle de la hausse des factures d'électricité, celle de la désindustrialisation, celle qui oblige la fermeture de classes et qui rend notre hôpital public au bord de la faillite, cette Europe-là, je le dis très clairement, qu'elle crève et qu'on construise une autre Europe. Une coopération européenne qui soit enfin un levier pour permettre de favoriser l'industrie, lutter contre le chômage, éradiquer le chômage, faire baisser les factures d'électricité. Donc plus d'Europe. Forcément face à la Chine ou aux États-Unis. Mais bien sûr qu'il faut de l'Europe. Bien sûr qu'il faut de l'Europe. Mais moi je suis très sceptique sur la construction européenne libérale telle qu'elle est. Et je le dis, Emmanuel Macron a raison. Cette Europe-là, elle va mourir. Elle nous mène droit dans le mur. Elle est incapable de répondre à l'impératif environnemental. Elle est incapable de répondre aux enjeux et à l'accès des services publics. Elle est responsable de la hausse considérable des factures d'électricité et du recul du pouvoir d'achat. Cette Europe-là, c'est plus possible. Maintenant, il faut construire une autre Europe. Je le dis complètement pour en effet concurrencer les Chinois. Je vais y revenir. Les Chinois, le président chinois sera à Paris la semaine prochaine. Ça va être un moment important. Pour vous, les écologistes sont antinucléaires et fédéralistes. LFI, communautariste et instrumentalisateur de la cause palestinienne. Le PS va en guerre et plutôt fédéraliste. C'est ce que j'ai entendu, Léon Desfontaines. Alors, nous sommes le 1er mai. Vous irez manifester aujourd'hui, j'imagine, contre qui et contre quoi ? J'irai manifester pour déjà dire que la question sociale doit redevenir prioritaire dans notre pays et pour dire qu'aujourd'hui, il est temps d'agir concrètement pour l'emploi. Créer de l'emploi en France. On a aujourd'hui 60 000 entreprises en France qui sont dans une situation critique. J'étais il y a la semaine dernière à Metex, entreprise qui fait de la lysine, dernière entreprise en Europe à faire de la lysine à destination de nos producteurs et nos éleveurs, notamment de volailles, qui risque de fermer, et notamment un site qui est chez moi à Amiens. À Lacotel, à côté de Lyon, qui fait de l'eau de javel de la marque Lacroix. On a aujourd'hui des fleurons industriels, y compris français, qui sont en train de disparaître. À cause de cette Europe libérale-là. Parce que sur la lysine, par exemple, si je prends l'exemple de Metex, et aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale qui s'est installée avec les Chinois. Plus de protectionnisme. Donc il faut mettre de la protection, et c'est pas un gros mot de dire qu'il faut mettre en place du protectionnisme, en effet, pour protéger notre industrie d'une autre. D'une autre, ce que nous disent tous les artisans, tous les exploitants agricoles, tous les chefs d'entreprise, c'est la hausse des factures d'énergie, la hausse des factures d'électricité. Aujourd'hui, si on a des entreprises qui sont mises à mal, c'est parce qu'on a un marché européen de l'électricité qui vient indexer le prix qui est produit à bas coût, notamment de l'énergie grâce à notre marque nucléaire, qui est indexé sur le prix du gaz qui est 3 fois plus cher. Sortons de ce marché européen de l'électricité. On a commencé à sortir du marché européen. Développons parallèlement le parc nucléaire pour permettre justement de réindustrialiser. Je sais que vous êtes très pro-nucléaire. Les grands patrons sont des voyous, à vos yeux ? Je pense que c'est particulièrement indécent ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vois le rapport d'Oxfam qui montre les salaires des grands patrons, je trouve que c'est indécent. Quand je vois monsieur Carlos Tavares, patron de Stellantis, qui a un salaire annuel de 36 millions d'euros, qui en moyenne a un salaire qui est 500 fois plus élevé que le salaire moyen de son entreprise, je pense que c'est indécent. Et le seul bilan de monsieur Stellantis, c'est la suppression de 26 000 emplois en Europe. Est-ce qu'il mérite son salaire ? Je ne pense pas. Et vous voulez plafonner leur rémunération ? Tout à fait. Moi, l'Union européenne a légiféré récemment. Elle a
mis en place ce qu'on appelle un salaire plancher, un salaire minimum à l'échelle européenne, qui est bien en deçà de ce que nous demandons. Mais il y a un salaire minimum qui a été instauré. Moi, on m'a toujours dit qu'un plancher, si on n'installait pas de plafond, le plancher, il prenait l'eau. Donc il faut installer aussi un plafond, un salaire plafond pour les patrons. Et moi, je souhaite aller de 1 à 20, c'est-à-dire que si un patron souhaite augmenter son salaire, il augmente aussi celui de ses salariés, tout simplement. De 1 à 20, l'écart. L'écart de 1 à 20. L'écart de 1 à 20. Bien, nous sommes le 1er mai, préavis de grève déposé par les éboueurs de Paris. Les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon et tout le monde en profite. Vous l'avez constaté. Oui. Ils demandent une prime de 1 900 € et d'autres avantages. À la SNCF, la CGT a déposé un préavis de grève concernant toute la durée des Jeux. À la SNCF, il y a eu un accord. Les agents pourront continuer à partir à la retraite à 52 ans pour les roulants et à 57 pour les autres. C'est du chantage, tout ça. Alors déjà, je tiens à saluer le fait qu'on a un dialogue social qui fonctionne dans notre pays à la SNCF. Oui. Ça aurait été le contraire, on nous reproche toujours en disant le dialogue social est impossible, les syndicalistes ne veulent pas se mettre autour de la table des négociations. On a réussi à avoir un dialogue social. Dialogue social forcé, Léon Desfontaines. Et je ne reprocherai jamais personne de se mettre en grève. C'est facile, on prend les Jeux en otage et on impose ses revendications. Attendez, remettons les choses dans le contexte. Est-ce cela ou pas ? Remettons les choses dans le contexte. Moi, je ne reprocherai jamais à aucun travailleur, encore plus dans le contexte de cette inflation galopante, de se mettre en grève pour l'amélioration de ses conditions de travail, pour l'augmentation de ses salaires ou pour pouvoir partir à la retraite plus tôt. Vous encouragez ces grèves pendant les Jeux ? Moi, je n'ai ni à les encourager, ni à les conspuer. Je les soutiens, bien évidemment. Moi, je soutiens systématiquement la mobilisation des travailleurs sur l'augmentation des salaires. Attendez, aujourd'hui, on a une inflation galopante. On peine aujourd'hui, on a des travailleurs pauvres dans notre pays. Bien évidemment, aujourd'hui, que je soutiens les travailleurs qui se mettent en grève et pour l'augmentation des salaires, mais aussi, il faut le dire, pour l'augmentation de leurs conditions de travail. Et aujourd'hui, quand on voit l'état de la SNCF, on ne peut que soutenir les salariés de la SNCF. Oui, mais pardon, l'état de la SNCF, l'État, ETAT, a injecté 20 milliards d'argent public en 2022, 20 milliards dans les comptes de la SNCF. À la SNCF, 52 ans pour les roulants, 57 ans la retraite pour les autres. Dérogation à la réforme des retraites. Moi, je me mets à la place des salariés du privé qui n'ont pas cette possibilité-là de partir à la retraite plus tôt. Et même chez les fonctionnaires, les autres fonctionnaires. Mais moi je partage totalement. Ce sont des privilégiés ou pas ? Vous l'aurez remarqué. Mais non, bien sûr que non. Ce sont des avant-gardistes. Moi je le dis, la mobilisation contre la réforme des retraites, les cheminots et les énergéticiens notamment, étaient le fer de lance de la mobilisation contre la réforme des retraites. Si aujourd'hui on part à la retraite plus tard, c'est à cause du gouvernement, c'est pas à cause des cheminots, c'est pas à cause des énergéticiens. C'est ça la réalité. Et ça c'est plus tôt que la loi le prévoit. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en effet, le gouvernement a passé en force sa réforme des retraites qui est rejetée par l'écrasante majorité de la population. Ce 1er mai, il est aussi là pour rappeler que le gouvernement, il n'a jamais eu de majorité pour passer sa réforme des retraites. Que répondez-vous aux salariés du privé qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir influer sur les Jeux, de pouvoir prendre les Jeux Olympiques en otage, comme le font les salariés de la SNCF, les agents de la SNCF? Mobilisons-nous. C'est un exemple, ce qui se passe à la SNCF. Ça montre qu'en effet, par la mobilisation, on est en capacité de déjouer les plans du gouvernement. Mobilisons-nous aussi électoralement, parce que la réforme des retraites, si elle a été mise en place en France, c'est aussi à cause des directives européennes, notamment la Commission européenne qui a influencé les politiques qui ont été menées par Emmanuel Macron et par son gouvernement sur l'âge de départ à la retraite. Cette Europe-là, justement, de la hausse des factures d'électricité, c'est aussi cette Europe-là qui a imposé le décalage d'âge de départ à la retraite. Donc aujourd'hui, les fédéralistes, je le dis, ils proposent cette Europe. L'Europe de M. Glucksmann ou l'Europe d'Emmanuel Macron, c'est une Europe qui propose de travailler plus longtemps. C'est la même. Ils votent 90% ou 80%, peu importe, des textes ensemble. Ils proposent la même Europe fédéraliste. Mais ça marche, il est à 14%, voix droit. Ça marche. Ça marche, c'est en marche en tout cas. Oui, ça marche mieux que vous. Oui, Glucksmann, c'est en marche. La réalité, c'est que Raphaël Glucksmann, social-démocrate, il plaide pour changer l'Europe. Il nous dit partout, il faut changer d'Europe. Il n'est même pas capable de changer les orientations politiques de son groupe. Et qu'il ne nous fasse pas croire qu'il va changer l'Europe. Son groupe politique, les socialistes européens, ils ont voté main dans la main avec la droite de Bellamy et avec les centristes, les libéraux d'Emmanuel Macron, pour le retour des règles budgétaires, pour la coupe dans nos services publics. Si on a des classes qui ferment, si on a un hôpital public qui aujourd'hui peine à joindre les deux bouts, c'est à cause de l'Europe de M. Glucksmann et de M. Macron. Donc moi je le dis aujourd'hui au peuple de gauche, je tends la main à l'ensemble du peuple
peuple de gauche. Votons pour une gauche authentique, une gauche populaire, une gauche qui remet le travail au cœur de son projet, une gauche qui en 2005 avait dit que cette Europe libérale, il n'en voulait pas. Mais pas la gauche d'LFI, si j'ai bien compris, parce que je vous lis, je vous entends, Léon Desfontaines. LFI fait beaucoup de mal à la cause palestinienne, c'est ce que vous avez dit. Pourquoi ? Est-ce que LFI fait du mal à la cause palestinienne ? Vous savez, moi je me suis engagé chez les jeunes communistes en 2013, j'avais 17 ans. Depuis cet âge-là, je suis pleinement engagé pour la libération du peuple palestinien, pour une solution d'une paix juste et durable entre Palestine et Israël. Une solution à 2 États, avec Israël d'un côté et Palestine de l'autre, sur les frontières de 1967, comme le préconise le droit international. Je suis engagé pour cette cause depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, j'interpelle mes partenaires à gauche en disant qu'il est temps de faire de la question palestinienne un sujet de campagne. Et j'ai fait d'ailleurs de cette campagne sujet. Un vrai sujet de campagne. Et la France insoumise. La France insoumise monopolise la parole sur la question palestinienne. La France insoumise méprise aujourd'hui la revendication des peuples palestiniens. Lorsqu'elle entretient une confusion sur la solution à 2 États. Lorsque j'entends Madame Obono nous dire que le Hamas est une force de résistance palestinienne. Quand j'ai lu le communiqué de la France insoumise du 7 octobre, qui juge que le Hamas est une force armée de la Palestine, ce n'est pas vrai. Le Hamas est une force d'asservissement du peuple palestinien. Ce n'est pas une force de résistance, c'est une force terroriste, islamiste, qui veut mettre en place un califat dans le Proche-Orient et qui veut rayer Israël de la carte. Ce n'est pas une solution de paix, le Hamas. Et donc moi, aujourd'hui, j'en veux aux dirigeants de la France insoumise qui ne sont pas clairs sur ces propos-là. Nous avons aujourd'hui besoin d'être tous engagés pour une ambition. Pourquoi ne sont-ils pas clairs, selon vous ? Mais parce qu'ils entretiennent la confusion qu'ils entretiennent. Lorsqu'ils disent que le Hamas... Une instrumentalisation de la cause palestinienne ? Si réellement, bien sûr, le but de l'entreprise de la France insoumise, c'est de faire parler d'eux. Et quand je vois qu'ils entretiennent une confusion, ce n'est pas preuve du hasard ou d'une méconnaissance du dossier. Ils le font sciemment. Lorsque ils disent qu'ils ne savent pas ce que sont que les frontières de la Palestine, lorsque Madame Hassan dit que l'initiative du Hamas est légitime, je pense que c'est profondément problématique. Et à ce moment-là précis, en effet, ils piétinent le combat des Palestiniens à vouloir vivre en paix aux côtés d'un État israélien. À des fins électoralistes. Ils veulent faire entendre parler d'eux. Ils font parler d'eux. On entend parler d'eux depuis maintenant quelques semaines. Et je le dis, si vraiment ils étaient engagés pour la cause palestinienne, pourquoi alors M. Quatennens et Mme Panot ont retiré leur signature de la résolution qui avait été déposée par les députés communistes condamnant le régime d'apartheid imposé par Israël en Palestine et condamnant la colonisation? Pourquoi ils l'ont retiré 2 mois avant les attentats du 7 octobre? Pourquoi ils l'ont retiré c'était durant l'été? Si vraiment ils étaient engagés pour la cause palestinienne, comme ils le disent. Et l'autre problème, c'est que je le dis, aujourd'hui on doit interpeller Emmanuel Macron pour la reconnaissance de l'État palestinien aux côtés de l'État israélien. Et il faut qu'on soit tous unanimes sur cette question-là. Et moi, je salue la mobilisation exceptionnelle des étudiants en cours, justement, qui veulent faire pression auprès d'Emmanuel Macron. Vous les encouragez, les étudiants ? Mais je les soutiens, bien évidemment. Vous les soutenez, mais vous n'y êtes pas. Je les soutiens. Avec eux. Mais LFI est en permanence à côté d'eux. À Sciences Po, peut-être. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, la mobilisation, elle est partout. Et nous avons les jeunes communistes qui sont particulièrement mobilisés sur cette question-là. Et moi, je salue ces étudiants qui se mobilisent et qui ont le courage qu'Emmanuel Macron n'a pas. Et qui crient de la rivière à la mer ? Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte, mais c'est minoritaire dans les mobilisations. Et c'est honteux. Et je comprends, moi, tout à fait, notamment les députés de La République En Marche de Renaissance, qui ont critiqué ces slogans-là. Mais du coup, s'ils les ont critiqués, qu'est-ce qu'ils attendent pour enfin reconnaître l'État palestinien aux côtés de l'État israélien, qui reconnaissent les 2 États maintenant? Emmanuel Macron, qu'attend-il pour reconnaître enfin l'État palestinien sur les frontières de 1967? Si vraiment ça le choque, ces phrases d'une solution à un État. Les universités françaises doivent cesser toute collaboration, c'est même pas une collaboration, tout échange avec les universités israéliennes. Non, je ne partage pas, y compris les fers de lance des mobilisations anti-Netanyahou naissent dans les universités israéliennes. Donc aujourd'hui, au contraire, on a plutôt besoin d'appuyer ces mobilisations, ce monde universitaire, ce monde étudiant israélien, qui aujourd'hui conteste les logiques de colonisation. Moi, ce que j'entends avant tout dans les universités, c'est aujourd'hui des étudiants qui disent qu'il est temps que Emmanuel Macron reconnaisse l'État palestinien, qu'il est temps qu'il agisse pour la libération des prisonniers politiques, notamment Marwan Barghouti. C'est ces revendications-là qui doivent être majoritaires et qui sont en réalité majoritaires dans la population française. Juste quand je disais que justement je reprochais à la France insoumise de piétiner le mouvement pour la libération de la Palestine, c'est que la réalité, c'est qu'aujourd'hui on a une écrasante majorité des Françaises et des Français qui non seulement sont choqués sur ce qui se passe à Gaza, mais qui revendiquent la reconnaissance de l'État palestinien sur les frontières de 67. Par contre, on a une écrasante majorité des Français qui ne veulent pas être associés aujourd'hui à la France insoumise, à ce qu'elle dit, à son flou concernant le Hamas. Tout simplement. La France insoumise, c'est le fer de lance de l'islamo-gauchisme ?
Je sais pas, mais vous savez pas. Non, mais parce vous que pensez, la France insoumise est un tout hétérogène. Mais je sais pas ce qu'est l'islamo-gauchisme. Est-ce que vous pensez que la France insoumise est le fer de lance de l'islamo-gauchisme en France? Je sais pas ce que c'est que l'islamo-gauchisme. Bon, la laïcité en danger. Bien sûr. Est-ce que la France insoumise met la laïcité en danger? Oui, clairement. Quand je vois Madame Simonet, députée du 20e arrondissement de la France Insoumise, s'être permis de crier au loup contre le proviseur de Maurice Ravel, qui a dû d'ailleurs partir en retraite de manière prématurée parce qu'il avait une pression notamment par des groupes islamistes, c'est un problème. Lorsque on remet en cause la loi de 2004 sur l'interdiction des ports religieux ostentatoires, je pense que c'est un recul de la laïcité. Je pense qu'ils ont leur propre définition de la laïcité, qui n'est pas la laïcité que nous avons pour aujourd'hui aller chercher des voix dans certains quartiers. C'est possible, je ne sais pas. Ça faut Bien, Mathilde Panot-Rima Hassan, convoquée hier par la police, après enquête, apologie du terrorisme. La démocratie en danger, dit LFI, vous le pensez ? Je pense que la démocratie est en danger lorsqu'on commence à créer des délits d'opinion politique. Et en l'occurrence, Mathilde Panot, qui est convoquée pour le communiqué de presse qui a été fait par son groupe après le 7 octobre, que je dénonce, que je critique. Mais ce sont des opinions politique. Il n'y a pas d'apologie du terrorisme. Je ne pense pas, en tout cas, dans ce communiqué. Et quand Éric Zemmour est convoqué, vous dites quoi ? Et par contre, ces opinions, je l'ai dit, je ne les partage pas et je l'ai dit précédemment. Même chose pour Éric Zemmour ? Quand est-ce qu'il a été convoqué ? Il a été convoqué sur plusieurs sujets. Pour incitation à la haine raciale et xénophobie, il a été condamné. C'est un multirécidiviste. C'est une racaille, Éric Zemmour, qui a été condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine. Bien sûr. Un multirécidiviste qui a été condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine raciale et antisémitisme. Ça suffit. Moi, on est même favorable avec Fabien Roussel qu'il ne puisse plus se présenter à l'élection présidentielle. On veut rendre inéligibles les personnes condamnées pour incitation à la haine raciale et antisémitisme. Vous demandez à ce qu'Éric Zemmour soit rendu inéligible. Oui. Comme toutes les personnes condamnées pour incitation à la haine raciale et antisémitisme. Comment on peut avoir des représentants de la nation qui sont censés rassembler le peuple français autour d'un destin commun qui distille sa haine comme le fait Éric Zemmour, et d'ailleurs il a été condamné à de multiples reprises pour ces raisons-là. Eh bien moi je le dis, oui bien sûr qu'il faut rendre inéligible Monsieur Zemmour. On ne peut pas avoir une personne qui a été condamnée pour racisme, xénophobie et antisémitisme comme étant potentiellement présidentiable. L'Europe va devoir engager des financements massifs pour une défense européenne, mais pas que pour la défense, pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour la nécessaire transition énergétique, le développement du numérique, de nouvelles technologies. Là, vous êtes d'accord avec tout ça, j'imagine. L'Europe de la défense, oui. Alors l'Europe de la défense, il y a tout et n'importe quoi derrière. Oui, non, mais moi je suis favorable à ce qu'il y ait une coopération européenne entre États souverains en matière de défense. Militaire. Mais je ne suis pas favorable à une armée européenne. Je pense que d'ailleurs l'armée européenne ne peut pas exister. Qui sera le chef des armées ? Est-ce qu'on nomme un commissaire européen qui ne répond devant personne ? Est-ce qu'on fait comme le Conseil de l'Union européenne, on joue à chaise tournante et tous les 6 mois, c'est un chef d'État qui devient chef des armées, puis de temps en temps on accepte que ça soit Orban ou Giorgia Meloni ? Personne ne défend l'armée européenne. Défense européenne. Beaucoup de gens nous parlent quand même du fait qu'il faut tendre vers une armée défense européenne. J'ai débattu avec Mme Loiseau qui était sur votre antenne hier, qui nous parlait d'une armée européenne. Hein. Ouais. Mais une défense européenne, c'est quoi ? Ce sont des missiles ? C'est l'idée. De missiles, c'est des soldats, des armes, bien sûr. Oui. L'idée, elle est simple, c'est que depuis trop d'années, on a délaissé notre défense aux États-Unis à travers notre bouclier qui est l'OTAN. Et donc, on s'est rendu compte avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie que nous n'étions plus en capacité, peut-être que le continent européen, de nous défendre. Nous étions dépendants des États-Unis pour nous défendre parce que nous n'avons plus la capacité, tout d'abord, industrielle. On ne produit plus suffisamment d'armes sur le territoire national et le territoire européen. Donc vous encouragez à la fabrication d'armes. Mais il faut des armes pour se défendre par contre. Moi mon problème aujourd'hui c'est que l'industrie de l'armement française, elle se repose avant tout vers l'export. On est aujourd'hui dans un marché capitaliste, on vend un maximum d'armes à l'étranger. Moi je souhaite que les armes qu'on produise en France, elles servent avant tout à défendre et à armer nos soldats français pour justement permettre de défendre la France et défendre l'Europe. C'est ça moi que je porte aujourd'hui. Et bien évidemment il faut une coopération européenne parce que la France toute seule ne pourrait pas se défendre. Aujourd'hui on a des géants militaires, donc bien sûr il faut une coopération avec l'ensemble des pays européens et pourquoi pas aller au-delà de l'Union européenne si jamais d'autres pays souhaitent le rejoindre. Les intérêts vitaux de la France se limitent à ses frontières, à nos frontières. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je reprends les propos du président de la République. Pas de partage de souveraineté sur l'arme nucléaire ? Aucun.
Aucun partage de souveraineté. C'est pareil, qu'est-ce qu'on fait sur l'arme nucléaire? Qui du coup, demain, décide ou pas d'utiliser l'arme nucléaire? Moi, je veux que ça reste une prérogative du président de la République. Ça restera. Et de la France. Il est hors de question de la donner à d'autres pays européens. Ça restera. Mais imaginons que l'Allemagne soit attaquée, soit envahie, nous faisons quoi? Mais justement, une coopération européenne en matière de défense. Quoi? Et donc, c'est-à-dire que nous allons nous battre avec les Allemands? Une alliance défensive. Bien évidemment, il faut une alliance défensive entre chaque armée européenne. Quand je dis qu'il faut une coopération à l'échelle européenne en matière défensive, ça veut dire que chaque État membre de l'Union européenne fait des partenariats. Il y a une transparence sur notre armée et qu'on puisse justement se dire qu'en cas d'invasion, on est en capacité de se défendre mutuellement. Voilà ce que c'est une coopération défensive à l'échelle européenne. Je vais terminer avec l'Ukraine. Vous demandez un cessez-le-feu en Ukraine. C'est très bien, c'est très beau de demander un cessez-le-feu. Oui, non, mais d'accord, pas qu'en Ukraine, vous demandez aussi un cessez-le-feu à Gaza. Alors, il va peut-être y avoir une trêve jusqu'à ce soir. Le Hamas doit répondre aux dernières propositions. Et j'espère que les otages seront libérés. Voilà, nous allons voir. Mais en Ukraine, un cessez-le-feu, mais à quelles conditions ? Tout d'abord, un cessez-le-feu pour engager les discussions et les négociations. La question, c'est plutôt comment on arrive à une paix dans cette région. Non, mais un cessez-le-feu, je veux bien, mais avec qui et à quelles conditions? Et donc, justement, j'en viens sur les conditions, sur le traité de paix que nous portons. Moi, j'ai toujours été clair là-dessus. Il faut aider les Ukrainiens à se défendre et bien évidemment, il faut leur livrer des armes pour permettre d'empêcher Vladimir Poutine et la Russie de continuer à avancer comme elle le fait maintenant. Donc, leur fournir des armes pour conduire un cessez-le-feu. Donc, il faut fournir des armes pour se défendre parce que c'est la condition sine qua non, justement, à remettre tout le monde autour de la table des négociations. Si Vladimir Poutine est en passe de rouler sur Kiev dans les semaines ou dans les mois à venir, jamais il se remettra autour de la table des négociations. Donc bien évidemment qu'il faut aider l'Ukraine à se défendre. Parce que c'est la condition justement pour pouvoir remettre tout le monde autour de la table. Feu sur la base des territoires aujourd'hui occupés par les Russes. Non, moi je suis clair là-dessus, dans la table des négociations sur la paix. Il faut le retrait des troupes russes des territoires occupés. Parce que vous pensez que Poutine va accepter ça? Et j'en viens justement en condition de quoi on garantit le statut de neutralité de cette région garanti par l'ONU. Et notamment dire que demain, les armes nucléaires, notamment de l'OTAN, les soldats de l'OTAN, ne seront pas aux frontières russes. C'est les deux conditions qui nous permettront justement de retrouver une souveraineté. Mais elles le sont. Mais elles ne le sont pas à l'Ukraine. Non, mais elles le sont. Mais elles le sont, vous savez bien, dans les pays baltes, par exemple. Mais en Turquie, mais justement, il y a même une enclave russe, Kaliningrad, qui est dans l'OTAN. Donc elles le sont, les armes de l'OTAN. Donc vous n'allez pas garantir cela aux Russes, c'est impossible. En tout cas, sur l'Ukraine, on peut garantir le statut de neutralité. Vous savez, il y a eu des négociations quand même pendant le conflit. Il y en a déjà eu quelques semaines après le début de l'invasion. On était dans les négociations, on a toujours été clair en disant que les Russes devaient retirer leurs troupes des territoires occupés. Comment faites-vous pour convaincre Vladimir Poutine? Si on garantit le statut de neutralité, alors il n'aura plus aucun argument. Mais bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que Vladimir Poutine a légitimé son intervention en Ukraine sur la question justement de l'avancée de l'Occident et de l'OTAN, et notamment le fait que l'OTAN aurait justement une frontière de plus en plus conséquente aux frontières russes. Je rappelle que Poutine avançait en Crimée avant même tout ça, hein. Très bien, en 2014. Mais très bien, mais 2014 justement, c'était les débats autour de l'intégration potentielle de l'Union européenne, de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui a aussi mis le feu au poudre. Vous êtes contre? Mais bien sûr, je suis contre. Mais pour deux débats différents, il y a la question bien sûr de la guerre, mais je veux dire, demain l'Union européenne à 35, à 30 avec la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie, les pays des Balkans, avec des pays qui ont des salaires minimum à 200 €, à moins de 200 € par mois, ça signerait la ruine de nos agriculteurs et la fuite en avant de notre industrie. Ça va favoriser le dumping social. Et moi je le dis, cette Europe de mise en concurrence, je n'en veux plus. Un pays qui a un salaire minimum à 200 € par mois, ça ne peut pas permettre le développement du continent. N'est-ce pas un peu naïf quand même de penser que vous allez conduire Poutine sur une table de négociation? Franchement, il n'y a pas une forme de naïveté là-dedans. Moi, ce que je demande, c'est quelle autre alternative? C'est facile de dire on veut la paix, on veut quelle autre alternative avons-nous? Enfin, moi, j'entendais, j'ai eu un débat avec... Tant qu'il n'y a pas de victoire militaire, quelle autre alternative avons-nous? Mais ce que je dis, c'est qu'il faut aider les Ukrainiens justement pour leur permettre de négocier en position de force. Mais aujourd'hui, personne ne nous dit qu'il ne faut pas négocier. Tout le monde nous dit qu'il va falloir une issue diplomatique. Personne ne nous dit que l'objectif, c'est que l'Ukraine roule sur Moscou. L'objectif, c'est à un moment ou à un autre quand même de se retrouver autour de la table des négociations et trouver une issue diplomatique. Et moi, j'ai une ligne rouge, c'est celle de ne pas globaliser le conflit, notamment du fait qu'il n'y ait pas les soldats français. Est-ce que vous regrettez d'avoir dit moi, je ne veux pas aller au front? Non, du tout. Je ne veux toujours pas aller au front. Parce que mais vous n'iriez pas au front. Mais sauf que je ne veux pas engagé, me semble.
semble-t-il. Ni moi, ni l'armée française. J'ai un grand respect, un immense respect pour nos soldats. Et je ne souhaite pas voir le moindre soldat français mourir sur le front ukrainien. L'aide à l'Ukraine, pour moi, il y a une ligne rouge, celle qui avait été fixée au tout début par Emmanuel Macron, c'est celle de ne pas devenir co-belligérant et de ne pas envoyer des soldats français justement sur le front ukrainien. Aider militairement l'Ukraine, bien évidemment qu'il faut le faire. Par contre, envoyer des troupes sur place, c'en est hors de question. Voilà, c'est ça la ligne rouge que je dis. Parce qu'on globaliserait le conflit et les premières victimes d'un conflit global, d'un conflit mondial, seront les peuples ukrainiens qui seront au milieu d'une guerre entre des hyperpuissances, notamment nucléaires. Bien, merci, Léon Desfontaines, il est 8h57. Vous êtes sur Sud Radio, vous voulez réagir 0826 300 300. À tout de suite.